Travaillons avec les OF, alors surtout dans les territoires, voire au niveau régional avec quelques grands réseaux, et nous assouplissons les procédures pour permettre toujours des recrutements en urgence, parce qu'on sait que vous êtes confrontés parfois à des difficultés de recrutement ou d'alimentation de dispositifs. Donc, le CEP ne va pas empêcher de mettre en place des modalités de travail pour permettre des entrées rapides en formation. Enfin, je crois qu'il ne faut pas percevoir le CEP comme une procédure obligatoire administrative qui se traduirait par un rallongement des délais ou une lourdeur au niveau des procédures. Ce n'est pas du tout ça, l'esprit, la finalité du CEP. Concernant la visibilité, la lisibilité de l'offre de formation, alors pour ce qui concerne Pôle emploi, elle est facilitée aujourd'hui avec la mise en place du CPF, dans la mesure où notre système d'information est à la fois interfacé avec le CARIF, donc ce qui permet une lisibilité pour les conseillers de l'éligibilité du CPF sur les sessions de formation directement. Et notre système est également raccordé au site de la Caisse des dépôts et consignations, donc ce qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble des listes de formation éligibles au CPF. Donc tout ça en termes de lisibilité, ça va aujourd'hui plutôt dans le bon sens. Concernant la question du travail dans les territoires avec les organismes de formation, la question qui était posée autour de la professionnalisation, alors ça je ne répondrai pas, c'est peut-être plus Alain au niveau du CARIF, mais moi ce que je vois c'est une possibilité de travail avec les OF dans le cadre des SPRO dans les territoires. Alors notamment sur la dimension de l'attractivité des métiers et de l'évolution des emplois et des compétences dans les secteurs professionnels en lien avec les branches et les entreprises. Et là, je crois qu'il y a tout un domaine à explorer qui me paraît vraiment très, très important, très nécessaire aujourd'hui. Je partage avec ce que vous a dit Dominique. Il y a visiblement des confusions dans ce paysage-là ou des appréhensions de la part des organismes de formation. Et ça sert à ça de discuter avec vous et d'échanger avec vous pour vous rassurer. Concernant le FONGECIF, nous sommes opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Je vous rappelle que nous agissons dans le secteur pour les salariés du secteur privé, qu'on couvre à peu près donc 70% de ce secteur, et qu'il y a d'autres opérateurs financiers tels que Uniformation, Unifaf, AFDAS, FAFTT, etc., que vous connaissez. Aujourd'hui, dans ce qui nous est demandé par rapport à ce rôle-là, c'est d'aider les gens à construire leurs projets, d'aider les gens dans leur transition professionnelle. Voilà le fil conducteur qui nous est demandé. Alors là, je vais parler plutôt côté salarié. Ce qui veut dire que quand on dit aider, ça veut dire que nous avons des personnes qui nous sollicitent aujourd'hui pour du financement. Bon, bah ok, ils font une sollicitation de financement de congé individuel de formation, de congé bilan de compétences, de congé VAE. Ils nous sollicitent également pour le compte personnel de formation côté hors temps de travail. Tout ça, ça vous parle, hein, je pense. Voilà. Et que donc, ils peuvent toujours nous solliciter. Et là, on répond à leur demande au regard des moyens qu'on peut allouer. Donc ça, c'est effectivement ce que l'on a. Puis après, on a des personnes qui nous sollicitent aussi, qui arrivent avec une situation professionnelle. Et là, notre rôle de conseil en évolution professionnelle, c'est d'essayer de les aider justement à comprendre ce qui se passe, à identifier les actions possibles, dans les actions possibles, de voir s'il y a un bilan de compétences qui peut être déployé, s'il y a une VAE qui peut être déployée, s'il y a une solution de formation qui peut être déployée. Et à ce moment-là, donc, on les invite effectivement, au regard de leurs besoins, du diagnostic que nous avons fait, à se mettre en relation avec les organismes de formation ou les prestataires de services qui correspondent.
Le FONGECIF, il est non prescriptif. Donc nous n'avons pas aujourd'hui de regard sur la demande de formation. Donc il n'y a pas de débat autour de il faut qu'il y ait pour l'instant un module certifiant, etc. Ça fait partie des critères d'appréciation pour obtenir un financement, mais en tout cas ce n'est pas fermé. Donc c'est important, c'est toujours un système ouvert. C'est aussi la posture de tenir conseil. Ce n'est pas nous qui obligeons le salarié à faire quelque chose, on est juste là pour le guider, lui proposer. C'est lui qui prend la décision. Et il prend la décision au regard de ce qu'il trouve sur le marché. Donc il va effectivement à votre rencontre, il va à la rencontre des organismes de formation, et nous, ce qu'on lui indiquons, c'est de bien vérifier l'adéquation entre le besoin que nous avons déterminé ensemble et la solution que vous leur proposez. Et c'est sur ça que nous avons des attentes côté FONGECIF. La bonne adéquation entre l'offre et le besoin du salarié. Voici vraiment le fil conducteur, vous voyez, que nous avons aujourd'hui, et nous agissons en tant que conseil en évolution professionnelle à partir de ce fil conducteur. Sur la lisibilité de l'offre, nos conseillers ne sont pas des experts en tout. Non, ça c'est clair. Et moi, si vous en avez un, vous me le présentez, on l'embauche tout de suite. D'accord, ça sera formidable. Par contre, ensemble, nous devenons des experts. Quand je dis ensemble, ça veut dire il y a effectivement le rôle du FONGECIF, avec le conseiller, il y a le rôle des organismes de formation. Parce que si vous n'êtes pas là avec une bonne offre, une bonne adéquation, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est bien ensemble que l'on construit un projet. Sur la partie du rôle de conseil que nous avons, je rejoins également ce que dit Dominique tout à l'heure. Le conseiller référent du FONGECIF, ou quel qu'il soit en fait en termes de CEP, il n'est pas là pour retarder le processus. Au contraire, il va donner de la lisibilité, il va même, je veux dire, accélérer le processus. Et je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je reçois une personne qui est paumée, pardonnez-moi le terme, c'est du concret, qui me dit, moi, dans ce paysage, voilà ma situation professionnelle, je veux quitter mon entreprise, je veux changer de métier, je veux savoir comment je peux faire et avec quel financement j'ai le droit. Avec ça, voilà. Je veux dire, cette personne-là peut faire des bêtises si effectivement on ne lui donne pas des informations en amont, si on ne la guide pas, si on ne lui permet pas de prendre des décisions. À partir de là, en 1 heure, elle repart avec des propositions. Et à partir de là, elle va à votre rencontre. Effectivement, la demande va être peut-être plus précise, mais c'est bien pour vous, puisque la personne va arriver en disant « Voilà, moi j'ai fait un travail sur mon projet, sur ma situation, voilà ce que je recherche. Êtes-vous en mesure de répondre à mon besoin ?» Ça, c'est vraiment important, c'est une clé fondamentale pour nous. Donc ça ne retarde pas le processus. Je ne vois pas où il y a un retard. Pardonnez-moi, je parle plutôt côté FONGECIF, mais je ne l'identifie pas comme ça. Là où c'est plutôt long, c'est plutôt pour l'obtention du financement avec le processus que nous avons au sein des structures comme le FONGECIF, où il y a des délais à respecter. Ça, d'accord. Ça reste, comme par exemple, pour déposer une demande de congé individuel de formation, il y a 3 mois entre la date d'entrée en formation et la demande de financement. Voilà, c'est incompressible, c'est une règle, on ne peut rien y faire, et malheureusement, on est obligé de faire avec. Mais le CEP ne va pas retarder ça, au contraire. Est-ce que je peux enchaîner des modules? Est-ce que mon boulanger peut devenir pâtissier? Oui, pas de problème, je veux dire, à un moment donné. Par contre, on va raisonner avec la personne. Au lieu de se dire, je vais faire boulanger dans un premier temps, et puis tout compte fait, je vais peut-être aussi faire pâtissier dans un deuxième temps. Notre travail va consister à le faire travailler en se projetant, en disant, OK, vous avez envie de devenir quoi? Boulanger-pâtissier ou boulanger? Peut-être que vous allez commencer par la boulangerie et que vous terminerez avec la pâtisserie. Dès maintenant, on travaille ce projet. Voilà, on ne va pas attendre de le faire en 2 étapes, on va le travailler dès maintenant. Voilà, et peut-être que le financement se déroulera en 2 étapes. Donc vous voyez, il y a beaucoup, entre guillemets, et on l'a entendu, et merci en tout cas, parce que j'adore les dessins, ils sont vraiment, je trouve qu'il y a des artistes en herbe, donc c'est des belles illustrations, ça nous envoie des messages, et tant mieux. Et puis là, on est là aussi, nous, pour essayer de vous rassurer dans ce paysage en pleine mouvance. Voilà. L'organisme de formation, ce que nous attendons de vous, moi je vous parle directement et franchement, quand on a un projet, ce que nous ne maîtrisons pas en tant que conseiller référent, c'est votre déroulement pédagogique. C'est la solution que vous proposez dans les détails. C'est comment vous allez pratiquer, en quoi, en fin de compte, votre offre répond bien à la demande. Et on ne va pas sur ce terrain-là.
C'est votre expertise et on n'a pas intérêt à y aller. Je veux dire, nous ne sommes pas des ingénieurs de formation. Nous n'y sommes pas. C'est vous les ingénieurs de formation. C'est vous qui concevez les parcours, qui savez que vous croyez dans votre produit et que vous pensez que c'est le bon produit au bon moment pour la bonne personne. Voilà, ben, c'est ce qu'on attend. Enfin, dernier point, c'est vous allez parler du compte personnel de formation, du conseil en évolution professionnelle, des SPRO. Il y a aussi, avec le moment, la qualité de l'offre de formation. Vous n'en avez pas parlé. Or, effectivement, à partir de 2017, il y a un décret qui est sorti qui s'appelle donc la qualité de la formation. Et bien là, vous avez un enjeu majeur. Oui, où à un moment donné, les financeurs, nous allons aller vers vous pour que vous puissiez nous dire voilà en quoi ma formation, effectivement, elle répond bien à vos besoins et elle est de qualité. C'est en construction. Nous n'en sommes pas encore là, mais les bons organismes de formation, ceux qui ont déjà un label ou qui sont en train de l'acquérir, ceux qui vont aller dans cette voie-là, vont plutôt être bien positionnés dans ce paysage. A contrario, ceux qui sont un peu fragiles, ceux qui ont effectivement un peu de difficultés, ou ceux qui ont encore des incertitudes sur la reconnaissance de leur titre ou de la valeur, etc., vont peut-être être en difficulté. C'est peut-être un axe de travail. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà ma réaction à chaud par rapport aux échanges que vous avez eus. Pour le réseau des missions locales, à la différence de tout ce qui a été dit et que je rejoins en partie, le réseau n'est pas financeur de la formation. Donc la posture est un peu différente. Effectivement, ensemble, on est des experts. Le réseau des missions locales est plutôt un réseau de généralistes de l'accompagnement des jeunes. Donc nécessairement, en travaillant ensemble à la définition de parcours de formation, on permettra d'identifier et de trouver la bonne formation avec le bon contenu. Bien entendu, vous êtes les ingénieurs de la formation. Les CEP sont plutôt en appui sur l'ingénierie financière de la formation. C'est bien ça la différence. Il n'y a pas de retard à envisager, si ce n'est dans le processus itératif, parce que je vais revenir sur cette dimension-là. Le CEP est un processus itératif avec la personne accompagnée. C'est-à-dire qu'elle va tester, elle va avancer, elle va venir vous rencontrer. Peut-être que ce n'est pas la bonne proposition, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc le CEP est aussi là pour envisager un retrait dans son parcours, une période peut-être d'emploi pour à un moment donné vérifier ce projet. En réseau mission locale, on utilise beaucoup les PMSMP, donc ces périodes de stage pour vérifier le projet professionnel sur une démarche relativement empirique. Tu testes, tu vérifies, tu vois si les horaires, le cadre, l'ambiance, mais le métier en lui-même te convient. Et quelque part par rapport aux jeunes qu'on accompagne qui sont de faible niveau de qualification, c'est une modalité d'accompagnement qui est souvent la plus significative et ça participe de cette première étape du niveau 2, excusez-moi de le dire, mais au moins de cette étape de vérification. L'importance en fait du travail qu'on doit avoir conjointement, elle se situe sur l'accompagnement je dirais global du projet, c'est-à-dire la capacité en fait du CEP mais aussi de vous en tant qu'expert de formation, à pouvoir effectivement émettre une proposition en adéquation avec le besoin du jeune, mais aussi le besoin du marché. Et ça, c'est une dimension importante, puisque, comme on l'a vu ce matin, la question de la territorialité, surtout pour les jeunes et leur mobilité, elle est fondamentale. Mobilité à la fois sur le champ professionnel de la compétence. Les jeunes missions locales, comme je vous le disais, sont des jeunes qui ont des faibles niveaux de formation, des faibles niveaux de qualification, mais aussi la mobilité territoriale, qui est une dimension vraiment fondamentale de l'accompagnement des jeunes sur les territoires. Voilà globalement ce que je peux rajouter pour la particularité du réseau. Petite information complémentaire, il est vrai que le CEP s'est construit, le cahier des charges en fait est très proche de l'activité qu'on met en place dans le réseau. Le niveau national parlerait d'ADN dans le réseau en termes de CEP. On a tellement de difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à le formaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau des missions locales a du mal à mettre en place en fait, une formalisation de toutes les actions, puisqu'elle couvre quasiment l'accompagnement du jeune à l'accueil jusqu'à l'accompagnement à l'entrée en formation, voire à l'entrée en emploi. Mais ça, c'est des éléments internes. Mais voilà, c'est aussi pour vous rassurer sur le fait que le CEP ne vient pas nécessairement bousculer nos pratiques en interne. On est plus dans une posture au sein du réseau d'une mission locale qui porte le conseil en évolution professionnelle plutôt que d'identifier des professionnels en interne qui seront les conseillers CEP comme interlocuteurs. Donc il y a un vrai plan de charge en termes de formation pour nous, plutôt d'adaptation des compétences, pour permettre justement à l'ensemble des conseillers de pouvoir être, à un moment donné, non pas prescripteurs, mais valideurs de projets de formation dans le cadre du CEP. Moi, je voulais revenir sur un certain nombre de choses. D'abord, il ne faut pas faire de confusion entre CP et CPF. Le CPF est une modalité de financement d'une formation.
il y a d'autres modalités qui ne sont pas remises en cause. Les plans de formation des entreprises, les décisions individuelles des personnes qui passent par les CIF, ça ne fait pas partie, c'est autre chose du CPF. Ce que finance la région, c'est aussi autre chose et ça ne passe pas, ça ne passe pas nécessairement, tous ces éléments ne passent pas par le CEP. Le CEP est une volonté d'aide et d'accompagnement en recherchant à faire en sorte que les personnes gagnent en autonomie par rapport à la gestion de leur propre parcours. Si les personnes sont suffisamment autonomes et qu'elles prennent des décisions d'aller vers des formations, ça n'est pas remis en cause. C'est simplement, et ça je crois qu'il faut être bien clair, c'est une possibilité nouvelle d'accompagnement des personnes dans la gestion de leur parcours professionnel en les aidant dans ce qui a longtemps été appelé le magma de la formation professionnelle. Voilà. Et de les aider à construire leurs projets, et donc c'est dans une logique de co-construction, les accompagner pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce projet en recherchant les financements, en recherchant les formations. Et c'est ça le CEP. Ce n'est pas du tout la volonté qu'elles prennent toute la place et que ce soit un passage obligé pour pouvoir partir en formation. Hein, là, je crois qu'il faut être clair. De la même manière, il faut être clair que le CPF n'est qu'un bout. Alors, je ne serais pas sûr sur les montants de financement, hein, mais le rapport aujourd'hui, ce que représente le CPF par rapport à l'ensemble du financement de la formation professionnelle, c'est très faible. Donc, ne nous faisons pas peur avec le CPF. C'est certes une nouvelle modalité qui a elle-même, qui est un peu normative, mais ça n'est pas l'ensemble du financement de la formation professionnelle. Il y a les plans de formation des entreprises, et il y a tout ce qui est du ressort de la décision individuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a tout ce qui peut être financé par Pôle emploi et le Conseil régional. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Alors certes, pour les personnes qui souhaiteront que leur formation soit éligible au CPF, et notamment sur des formations courtes, il y a des changements qui sont inéluctables, qui ont été anticipés il y a une dizaine d'années par le Conseil régional qui avait travaillé sur la question de la modularisation, ce qui avait été un énorme travail, mais qui dans les faits ne s'était pas traduit sur de la mise en œuvre. La question aujourd'hui, c'est de dire comment effectivement on met en place des modalités, et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, ça impacte les modalités pédagogiques. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi réfléchir au comment on fait pour intégrer des gens sur des périodes courtes dans une formation longue, comment on fait pour gérer des entrées et sorties permanentes. Voilà, ça c'est quelque chose, effectivement, le CPF, pour les structures qui souhaiteront mettre en place des capacités d'intégration de blocs de compétences, devront regarder aussi leur modèle économique, parce que ce n'est pas le même modèle économique de faire rentrer des gens que d'avoir des formations longues. Là, il y a une vraie question, à la fois pédagogique, mais aussi économique. Vous avez parlé de la professionnalisation. Et c'est vrai qu'au travers du CARIF, il y a un travail qui est mené, qui nous a été demandé par les instances politiques, par les instances de gouvernance, sur l'attractivité des métiers. Et donc, cette question, et je voudrais aussi répondre à quelque chose qui était sous-entendu dans ce qui a été dit, l'idée, ça n'est pas d'être adéquationniste. C'est pas de dire on ne fera en sorte de prendre en compte que les métiers qui sont en tension. Non, l'idée, c'est bien simplement de donner à lire aux personnes ce qu'est la réalité de leur territoire et ce que sont les potentialités en matière d'emploi et de métier. Après, il y a un choix à faire qui est du ressort de la personne. C'est pour ça qu'on est bien sur le fait de rendre autonomes les personnes. Simplement, il faut leur donner la lisibilité de ce qui existe, à la fois en termes de métier, en termes de capacité à trouver de l'emploi sur le territoire. Mais le choix reste du ressort de la personne. C'est bien comme ça que c'est compris et c'est bien comme ça qu'est conçue l'articulation entre le CPE et le renforcement pour les opérateurs du CEP de la connaissance des métiers, de la connaissance des emplois sur le territoire, qui est demandé et qui est très bien inscrit dans l'acte métier attendu de l'opérateur CEP. Et c'est pour ça qu'on mène aujourd'hui des actions de renforcement de cet axe de connaissance.
Et donc, vous me dites la lisibilité de l'offre de formation, aller vers les acteurs du SPRO ou c'est les acteurs du SPRO qui doivent aller vers nous? Bonne question. Ça fait partie des axes de professionnalisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi construire avec les opérateurs. Ils sont très sollicités. Donc, c'est des choses qui vont se construire progressivement. Je pense que, bien évidemment, en fonction des logiques, les acteurs iront vers vous. Ça n'est pas la même chose entre un territoire comme celui de Nantes, qui multiplie le nombre de formations pour les opérateurs du CEP, que, par exemple, je prendrais, et sans jugement, prendre le territoire de Segré, où le nombre de formations est quand même pas tout à fait le même. Donc, il nous faut aussi travailler avec les opérateurs du territoire pour regarder comment faire en sorte que cette question de connaissance des formations sur les territoires soit renforcée auprès des personnes. Voilà pour un premier temps. La question du rapprochement, à un moment donné, entre les organismes de formation et les personnes qui accompagnent les demandeurs d'emploi ou des salariés, à mon sens, ça doit toujours avoir en toile de fond la question de l'employabilité de l'individu dans sa demande. La formation, c'est un moyen à un moment donné d'accéder en fait, à des compétences qui vont s'exprimer dans le cadre d'un emploi derrière. Enfin, on l'espère, dans tous les cas. Et ce cadre-là, il est fondamental. C'est-à-dire que la question de la territorialité et des acteurs du SPRO, elle est clé, mais l'objet de l'orientation et de la formation, c'est bien l'emploi derrière. Donc, quand un organisme de formation identifie un besoin d'emploi et de formation sur un territoire, bien entendu, les acteurs du SPRO peuvent n'être qu'à l'écoute de cette demande-là. Enfin, je pense qu'on peut pas l'écarter. Donc, quelque part, ce sont des actions territoriales sur lesquelles l'ensemble des acteurs ont à intervenir, et de manière plus élargie, la dimension des employeurs aussi. Tout à l'heure, il y avait une question autour de, globalement, comment communiquer sur votre offre de formation. En ce qui concerne, par exemple, le FONGECIF, nous utilisons un portail qui s'appelle orientationdepaysdelaloire.fr. Ça peut vous étonner, mais en fait, globalement, nous, c'est 99% de nos actions pour rechercher une formation. Parce que nous considérons que c'est l'opérateur, le Cariforef, qui enregistre les propositions qui sont faites par les organismes de formation en Pays de la Loire. Donc c'est inutile pour nous de nous adresser à des catalogues. Et c'est inutile également de nous dire, le FONGECIF, on aimerait se présenter auprès de vous pour nous faire connaître. Je vois bien le bien fondé de la démarche. J'étais responsable d'un organisme de formation. Je vois bien quel est l'enjeu pour ça. Je ne l'ignore pas, loin s'en faut. Simplement, on vous dit, si vraiment vous voulez capter le moment et faire connaître votre offre, inscrivez cette offre sur le portail. Voilà, en ce qui concerne le FONGECIF, les salariés, c'est ce canal-là que nous utilisons. Voilà, ça c'est vraiment important de le savoir. Après la connaissance des métiers, effectivement, ça se fait par différents canaux, dont les organismes de formation, puisque vous avez fabriqué la solution de formation. Donc, en théorie, elle est en bonne adéquation avec ce que vous avez identifié dans le métier. Voilà. C'est un des vecteurs sur lesquels nous demandons aux salariés, lorsqu'ils vous contactent, c'est une des informations à recueillir auprès de vous pour savoir si oui ou non il a intérêt à s'engager dans cette voie. C'est important. Je vois des têtes s'effondrer. Est-ce que la notion, je vais donner un petit quiz. Quel est le coût moyen d'un CIF? Ceux qui connaissent la réponse se taisent. Je vous mets par la droite, hein, le coût moyen d'un CIF. Combien? 5 000. Ceux qui connaissent se taisent. Hein. 8 000, d'accord? C'est 25 000 euros. Alors, vous pensez bien que quand il y a un financement de cet ordre-là sur un parcours relativement long, 10 mois, d'accord, hein, en tout cas c'est un investissement majeur, il y a besoin à un moment donné de construire le projet, d'alimenter la personne sur justement la pertinence de son orientation, la consolidation de ses choix. C'est pour ça que le rôle de conseil en évolution professionnelle prend tout son sens. Mais j'ai envie de dire, quel que soit le mode de financement, cette réflexion, elle s'applique. Il y a une dépense de fonds, qu'il soit public ou privé, qu'il convient globalement de fiabiliser. Et donc, du coup, à partir de là, le rôle de conseil en évolution professionnelle, il prend son sens. Mais il ne peut prendre son sens que s'il y a une offre de formation de qualité et en bonne adéquation en face.
Voilà. Moi, je m'interroge par rapport au rôle du CIO. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé depuis ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éventuellement parler sur ce sujet? Mais donc, par rapport au CIO, comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que ça s'apparente à ce que vous avez expliqué par rapport à la base de données Cariforef? Est-ce qu'il y a d'autres démarches? Comment est-ce qu'on peut voir les choses évoluer? Et peut-être, on le souhaite un petit peu parfois. Je vais sans doute vous faire une réponse trop générale. Parce que là, il s'agit d'un des... Alors, d'abord, il s'agit d'un des opérateurs du service public régional de l'orientation. Et donc, il a toute sa place, et les CIO sont des structures d'accueil de premier niveau pour orienter. Et après, ce sont des structures qui accompagnent un public qui n'est pas, donc ce ne sont pas des opérateurs CEP, mais ils ont toute la qualification au travers de leurs conseillers pour accompagner les jeunes dans leurs projets et dans leur orientation. Donc voilà, sur le deuxième niveau, ce ne sont pas des opérateurs du CEP, c'est très clair, mais ce sont des structures qui ont des personnels, qui ont les capacités à accompagner les personnes, à les conseiller dans leurs projets sur un public différent. Donc voilà, après sur la connaissance des organismes de formation, c'est plus compliqué. Là, il y a d'abord, les formations peuvent être inscrites sur le site, mais ça n'est sur le site Orientation Pays de la Loire, parce que c'est une logique tout au long de la vie. Mais ce n'est sans doute pas suffisant parce qu'ils ont d'autres canaux d'utilisation en lien avec le rectorat. Là, j'avoue que je ne peux pas véritablement répondre. C'est un peu compliqué. Il serait souhaitable que le XAIO soit là ou les responsables des structures. Pas trop de réponses. Je voulais juste revenir, parce que vous avez posé une question tout à l'heure qui est intéressante, qui concerne la durée de validité des blocs de compétences. Parce que ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, quand on dit qu'on va inscrire les gens dans un parcours de formation et qu'ils vont pouvoir acquérir des blocs de compétences pour arriver à la certification. Sauf que dans certains cas, et notamment dans les certifications, notamment du ministère de l'Emploi par exemple, on ne peut garder son bloc de compétences valide que 5 ans. Voilà, donc c'est une vraie question qui est en cours de réflexion aujourd'hui, parce que c'est un peu en décalage avec cette logique de pouvoir accumuler des certifications pour aller jusqu'à la certification. Pour les organismes qui sont leurs propres détenteurs de certification, c'est eux qui choisissent la durée de validité des blocs. Donc voilà. Oui. Je faisais la moue puisque l'inscription sur demande au RNCP est valable une durée maximum de 5 ans. Mais ce qui est différent avec le fait d'avoir des bouts de certification qui sont valables dans la durée à partir du moment où ils ont été acquis dans la période des 5 ans. Ce matin, il a été question des compétences et des qualifications des personnes qui étaient inscrites dans le processus du CEP, donc du Conseil en évolution professionnelle. Le FONGECIF est assez exigeant quant à la nature des CV des collaborateurs d'organismes prestataires de bilan. Il souhaite avoir au moins un psychologue dans chaque structure. Est-ce qu'il a les mêmes niveaux d'exigence par rapport aux opérateurs CEP? Ce n'est pas lui qui décide, mais quel est le niveau d'exigence par rapport aux personnes, puisqu'en fait, il s'agit de ressources humaines. Donc quelqu'un qui va vers une autre personne, c'est aussi la compétence de la structure. Certes, il y a 6 opérateurs compétents, etc. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui travaillent. Quel est le niveau de compétence des personnes qui vont opérer ces conseils en évolution professionnelle? Je veux bien répondre pour Pôle emploi. En fait, le CEP, ce n'est pas une nouvelle offre de service à Pôle emploi, c'est toute l'offre de services de Pôle emploi qui est repensée par rapport au CEP.
Donc ça veut dire qu'à terme, à la cible, l'ensemble des conseillers et psychologues du travail seront amenés à pouvoir prendre en charge des CEP sur toute la durée de la démarche, donc en tant que conseiller référent. Ça veut dire des plans de professionnalisation très importants. Donc ça a commencé par une session de formation de 3 jours sur l'orientation tout au long de la vie. Et c'est complété actuellement d'une session de formation de 3 jours également sur le conseil en évolution professionnelle. Voilà, donc assorti de travaux à l'interne, d'ateliers et de nombreuses ressources qui sont mises à la disposition de l'ensemble des conseillers pour la réalisation des conseils en évolution professionnelle. Concernant le FONGECIF, donc en fait, monsieur, vous parliez tout à l'heure, si j'ai bien compris, des critères d'habilitation pour les centres de bilan de compétences avec des exigences sur le profil en fait, des consultants, des conseillers au sein de ces centres de bilan de compétences. Donc ça, c'était pour le côté centre de bilan de compétences. Et puis l'autre question était sur le conseil en évolution professionnelle et les critères concernant la qualification des conseillers en évolution professionnelle. Alors la question, elle est vite réglée parce que le FONGECIF Pays de la Loire donc, a choisi de toute façon de faire ça en interne. Donc ce sont ses propres collaborateurs qui œuvrent au conseil en évolution professionnelle. Par contre, il n'est pas arrêté aujourd'hui de savoir s'il fera appel à des prestations externes dans le cadre de la réalisation d'un parcours de transition professionnelle. Et pour l'instant, ce n'est pas arrêté, c'est travaillé, mais ce n'est pas décidé. Mais en tout cas, pour répondre pour moi, on a une cible qui est la même. Vous l'appelez client, moi je l'appelle le bénéficiaire, mais on le partage, c'est un client. Ce client-là, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il ait un interlocuteur. Voilà. Et l'interlocuteur qu'il aura tout le long de son parcours, depuis le moment de sa réflexion jusqu'à la transformation la transformation de son projet en réalité, passera par un conseiller en évolution professionnelle. Et ce conseiller en évolution professionnelle, il est interne. Ce sont des collaborateurs du FONGECIF. À la question de comment on les qualifie, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce que vous avez dit, Dominique, on a la même logique. Et sachez que nous sommes en train de monter en compétences. Ça fait maintenant 1 an et demi que ça a démarré, voire même un peu plus, 2 ans, et que nous en avons encore à peu près pour facilement 1 an et demi ou 2 ans. Voilà. De façon à ce que nous soyons en capacité à pouvoir intervenir sur la plus grande partie des attentes des bénéficiaires. Voilà. Et comme je vous le disais bien humblement tout à l'heure, nous ne sommes pas des experts en tout, loin s'en faut. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui. D'autres interrogations? Oui, allez-y. Le réseau des missions locales se pose aussi cette question, donc je vais vous répondre. Le métier de conseiller en insertion professionnelle relève aujourd'hui en fait, d'un titre professionnel qui est dispensé par l'AFPA et le CNAM. Je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est un niveau Bac+2. Ce titre professionnel permet de couvrir en fait, l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à l'exercice du métier de conseiller en insertion socio-professionnelle. La branche, bien entendu, s'est saisie avec la DGEFP de la nécessité de former les conseillers sur le niveau 3, surtout pour nous, puisqu'on ne faisait pas l'ingénierie financière, puisque comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, on n'est pas financeur. Donc on n'allait pas sur la dimension de financement aujourd'hui. Des formations sont prévues par la branche à l'ensemble dans un premier temps, à quelques conseillers du réseau. En complément, et je pense que c'est là où on a pris beaucoup d'avance, et c'est un vrai avantage, c'est que d'une part, le SPRO a mis les acteurs autour de la table, donc dans le principe d'interconnaissance en fait, des acteurs et de ce qu'ils font dans le cadre du SPRO, on a déjà des premiers éléments de formation sur le terrain, sur le territoire, sur l'offre, le contenu, le détail, la prestation, mais en complément aussi, l'offre de professionnalisation dans le cadre du schéma d'animation du SPRO permet de mettre à jour ces compétences. Donc, au titre de l'animation régionale avec le CARIFOREF, on est sur des montées en charge sur un principe de 2015-2017 où on va proposer aux structures, quel que soit le bassin d'emploi. On a vu qu'entre Nantes et Segré, a priori, il y a des écarts. Donc, à voir comment ces écarts peuvent être régulés. Mais permettre aussi aux conseillers et aux structures, puisque c'est bien la structure qui porte le conseiller en insertion professionnelle, on puisse, à un moment donné, répondre aux exigences, effectivement, d'un bon conseil en évolution professionnelle. De toute façon,
comme l'a dit Madame Morfin ce matin, on a un livrable qui est attendu. Ce livrable, il va faire état d'entretiens, de propositions, d'étapes. Ce livrable, il vous sera bien entendu porté sans doute par le bénéficiaire. On peut supposer que, alors il ne faut pas nécessairement le demander, parce que tout de même, ça pourrait avoir un caractère prescriptif, mais il pourrait être porté dans le cadre, à un moment donné, d'une demande particulière. Et donc vous verrez assez rapidement dans le contenu ce qui a pu être mis en place, ce qui a été vérifié, ce qui n'a pas été vérifié. C'est votre expertise, à un moment donné, qui va se confronter. Très clairement, pour les réseaux d'émissions locales, la capacité du jeune à intégrer une formation sur tous les aspects assez simples de la maîtrise de la langue, la maîtrise de la grammaire, la maîtrise de la compréhension, va se poser. Et pour ça, on a toute une réflexion et on a aussi l'offre de formation de la région qui est très importante sur l'accession aux compétences clés. Voilà, donc c'est un des exemples pour illustrer comment dire, la professionnalisation dans sa globalité pour le réseau d'émissions locales. Donc on est prêt. Merci. D'autres? Oui. On parle depuis cet après-midi de la modularisation des parcours, donc d'avoir quelque chose de très adapté par rapport au profil et au projet de la personne. Est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être déjà dans vos réflexions, de pouvoir proposer, déjà d'avoir la possibilité de choisir son CEP en fonction de son expertise métier, dans les prescripteurs ou conseillers de quelle que soit la structure aujourd'hui, ce qui pêche souvent, c'est la connaissance métier ou secteur d'activité. Est-ce que là, ça fait partie de vos réflexions d'imaginer un CEP par structure qui soit spécialisé métier, pour pas tous en faire des multicasquettes, qui travailleraient ensemble sur la montée en compétence de la connaissance de ce secteur-là, pour que quelqu'un à qui on attribue un CEP de façon aléatoire puisse juger que ça ne le fait pas, ça ne marche pas, la connaissance secteur n'est pas là, ou le feeling aussi ne passe pas. On n'est pas dans un bilan de compétences, mais ça joue aussi sur l'accompagnement dans un parcours. Et de le choisir, en tout cas de faire appel à quelqu'un d'autre, en sollicitant cette pertinence métier. Alors pour le moment, ce n'est pas le choix qui a été fait au sein du SPRO et de manière plus large au niveau national, puisque dans la phase de lancement, de mise en place du CEP, c'était déjà suffisamment compliqué, avec en parallèle la mise en place du CPF, la question de l'interconnaissance entre les structures, la question des circuits entre les structures qui a été travaillée dans les territoires par rapport au niveau 1 du CEP, qui est le niveau de l'accueil et de l'information. Pour ce qui est des niveaux 2 et niveau 3, pour le moment, les réseaux prennent en charge des CEP en priorité en direction des publics que le réseau accueille. Donc, si je prends Pôle emploi, les CEP sont réalisés en direction de nos publics demandeurs d'emploi. Voilà, après, je pense qu'on pourra réfléchir à un autre mode d'organisation, mais pour le moment, on a préféré opter pour une mise en place à destination des publics cibles de chaque opérateur. Alors, concernant le CEP, pour ce qui concerne Pôle emploi, je vous ai dit que les conseillers et les psychologues réalisent des CEP, les psychologues prenant en charge les projets les plus complexes. En revanche, à l'interne de Pôle emploi, il est bien évident que si il y a un problème de relation de feeling entre la personne et le conseiller, il y a toujours une possibilité de réorganiser le process. En revanche, il n'y a pas de travail aujourd'hui autour d'une entrée métier. Sur le sujet du travail sur les métiers, de la découverte des métiers, c'est pas
c'est bien sûr la compétence du conseiller qui est en jeu, mais on essaye de voir dans les organisations toutes les ressources, les outils qui peuvent être mis à disposition à la fois des conseillers et des demandeurs d'emploi pour leur permettre de faire ce travail de découverte du secteur professionnel. Alors ça passe par des enquêtes, ça passe par des périodes de mise en situation, mais pas seulement. C'est participer à des ateliers, c'est voilà, utiliser des ressources qui vont permettre de faire ce travail autour du métier. On a des ateliers sectoriels, on a une instrumentation qui s'appelle des kits sectoriels et qui permettent une animation d'ateliers en lien éventuel avec des partenaires. Je parlais des branches tout à l'heure. Nous avions d'ailleurs expérimenté cette modalité de travail dans le Maine-et-Loire avec la région dans le domaine de l'agriculture pour attirer des publics inscrits sur des roms fourre-tout entre guillemets pour les amener à découvrir les métiers du secteur de l'agriculture par exemple. L'enquête qui avait été citée ce matin sur effectivement les besoins et les attentes des bénéficiaires autour du CEP, pour répondre, je retiendrai deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a un ensemble en fait, de bénéficiaires de niveau bac et plus, très souvent, qui sont très autonomes avec les outils numériques, ne sont pas dans une demande en fait, d'un accompagnement individualisé en face à face. Ils viennent pêcher l'info, la stocker, l'utiliser, prendre contact avec l'organisme de formation, et puis ils viennent faire un retour en disant « Oh là, l'aspect de financement, ça a l'air un peu compliqué, donc il va peut-être falloir que je vois quelqu'un. » Donc à un moment donné, il va identifier l'interlocuteur privilégié pour lui, et on va l'orienter dans ce cas-là, selon sa situation, salarié, demandeur d'emploi, jeune accompagné. Donc ça, c'est un des premiers renseignements. Le deuxième, c'est par rapport à la population jeune, c'est le besoin d'un conseil personnalisé, en face à face. Alors, est-ce que c'est propre aux jeunes qui sont moins diplômés à vérifier, mais dans tous les cas, ce besoin, il a été identifié comme tel. Donc les modalités en fait, de réponse et d'accompagnement, elles dépendent aussi des publics. Il y a quand même une contrainte, c'est le maillage territorial. Très clairement, on n'a pas les possibilités à un moment donné d'être présent non plus partout. Le réseau des missions locales a cet avantage d'être très présent. On a une permanence quasiment tous les 20 km, donc c'est satisfaisant. Mais le réseau des missions locales n'est pas en capacité aujourd'hui d'accompagner tous les bénéficiaires demandeurs d'emploi. Donc il est privilégié, c'est un positionnement, peut-être que ça évoluera, mais il est privilégié d'accompagner plutôt les 16-25 ans, parce qu'il y a plutôt notre public. Après, on verra. Mais aujourd'hui, c'est pas la modalité qui a été sélectionnée d'accompagner tout le monde sur un principe de proximité physique, en tout cas. Très, très rapidement, il me semble que ce qu'il faut sûrement développer, c'est l'approche territoriale et dans le cadre de cette approche, de développer les possibilités de dialogue entre les personnes qui vont intervenir sur le champ de l'orientation professionnelle, parce qu'en fait c'est ça, on parle du CEP, mais la question principale c'est bien la question de l'orientation professionnelle et trouver les moyens de développer les modalités de dialogue entre ce travail qui doit être fait en amont sur le champ de l'orientation professionnelle avec les organismes de formation. Et donc j'ai évoqué le sujet de la validation partagée du projet de formation qu'on va retrouver dans le niveau 3 du CEP. Et je pense que c'est très important d'imaginer quelle modalité de dialogue, quel espace de dialogue on va pouvoir trouver ensemble sur ce sujet et sur la question de l'attractivité des métiers. C'est vrai que le cadre initial voulait plutôt qu'on soit là en témoignage qu'en conclusion, mais peut-être que, effectivement, pour rejoindre les propos de Dominique Barbet-Mention, moi je reste toujours en toile de fond sur la question de l'emploi, ces questions de l'attractivité en fait, de l'emploi sur les territoires, la connaissance de métiers et le besoin de formation identifié par un employeur et le besoin de réponse de proximité avec un bénéficiaire.
Voilà, cette question-là, elle est clé. Quel est le bon espace, quelle est la bonne configuration pour pouvoir à un moment donné aborder ces questions? Chacun a ses périmètres, mais dans tous les cas, au-delà de l'orientation, il y a fondamentalement la question de l'emploi et de l'accès à cet emploi. Moi, en ce qui me concerne, donc pour le fonds GESIF, vous donnez un peu ma conclusion également. Vraiment, là, les attendus sont autour de votre capacité à démontrer la bonne adéquation entre le besoin qui a été identifié par X, Y, par le conseiller en évolution professionnelle notamment, et puis votre offre de formation. En quoi répond-elle vraiment à ce besoin-là? En quoi est-ce la bonne solution en matière de contenu de parcours, de rythme de parcours, de modalité de parcours, de finalité de parcours? Est-ce qu'il faut aller chercher une certification au bout ou pas pour faciliter la transformation entre l'investissement en formation et l'emploi? Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles ça nous paraît important. Deuxième point, c'est que le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas le super-héros, loin s'en faut, c'est un interface. Voilà, enfin, une personne effectivement qui n'a pas de finalité commerciale. Hein. Les acteurs que nous sommes, nous n'en avons pas, donc nous sommes neutres. Et c'est ce qui facilite notre démarche. Et de ce fait-là, si vous voulez, nous sommes là pour être vraiment l'interface entre tous les acteurs et bien évidemment les organismes de formation. Ça, c'est important. Et puis le dernier point, je vous inviterai à regarder par rapport à tous les débats, les préoccupations que vous avez, c'est autour du décret sur la qualité des organismes de formation, parce que là, je crois que vous aurez beaucoup de réponses à toutes les questions que vous vous posez à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore mis en œuvre en Pays de la Loire, ça ne saurait tarder, et en tout cas, le fonds GESIF va y contribuer. Et ça devrait aboutir d'ici le deuxième semestre 2016 ou premier semestre 2017. Voilà, là, vous allez avoir déjà beaucoup d'éléments de réponse. Oui, moi, alors j'ai bien entendu les questions qui ont tourné cet après-midi autour de la connaissance des approches métiers. Juste pour vous informer, c'est intéressant parce que ça rencontre justement le schéma d'animation du service public régional de l'orientation que nous allons mettre en place. Et l'équipe au CARIFOREF a été renforcée par une personne spécifiquement appelée à travailler là-dessus pour renforcer les compétences du SPRO. Donc voilà. Ce que vous nous avez dit, je crois, ça a été aussi entendu par nos financeurs, puisqu'ils ont accepté, les financeurs qui sont État, région, puisqu'ils ont accepté qu'on puisse avoir un renforcement des compétences pour aller travailler sur ces sujets, parce que c'est effectivement quelque chose qui a été repéré comme étant extrêmement important. Je voudrais dire aussi que je trouve que cet temps d'après-midi, et je voudrais remercier le CAFOC, est intéressant parce que c'est un espace de clarification entre nous, d'échange, de partage, qui est important pour que les uns et les autres se comprennent mieux et voient comment ils peuvent s'articuler et être complémentaires. Je crois aussi que, en fait, j'inverserai la chose. Je crois que les super-héros, dans la période, c'est plutôt vous. Parce que il va vous falloir une capacité d'adaptation, une capacité d'innovation. Et donc, voilà, c'est important de le dire parce que les super-héros, je ne pense pas que ce soit les acteurs du CEP, mais c'est plutôt aujourd'hui les organismes de formation. Pour autant, c'est important de se dire qu'on doit travailler ensemble, on peut travailler ensemble. Nous sommes au service de la même finalité, c'est de faire en sorte que les personnes renforcent leur employabilité pour retourner vers l'emploi, faire en sorte qu'ils puissent s'adapter à la réalité du marché du travail. Et donc, il faut qu'on recherche les éléments de complémentarité et véritablement, on fera en sorte, au niveau du schéma d'animation, de voir avec vous sur les territoires comment on peut renforcer les choses au plus proche. Eh bien, merci à vous, madame, messieurs. Merci pour votre complément d'information et votre réaction à chaud qui était effectivement,
on avait changé un petit peu par rapport à l'initiative première qui était plus de vous faire témoigner. Il nous a semblé intéressant de vous faire réagir à des préoccupations des organismes de formation. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, je pense que les échanges ont eu lieu. Et pour compléter par rapport à des choses que vous avez précisées et que Alain a précisé, concernant la qualité en formation, je peux dorénavant annoncer que lors d'une rencontre professionnelle l'année prochaine, il y aura la thématique de la qualité en formation, sachant que notre objectif n'est pas de la mettre trop tôt dans l'année parce que les financeurs n'auront peut-être pas grand-chose à dire. Donc l'idée, c'est de le mettre du moins, en termes de calendrier juste après l'été, ce qui nous semble être une bonne période par rapport à des précisions que pourront avoir les financeurs, que sont les OPCA, les OPACIF, mais aussi la région, l'État, Pôle emploi et la GEFIP, puisque ce sont ces financeurs de la formation qui sont concernés. Donc merci à vous.